des dizaines de milliers de SDF. C'est le capitalisme. C'est comme ça que ça marche. On veut autre chose, on crée autre chose, on fabrique un autre système. Donc, nous, ce qu'on veut changer, c'est le régime capitaliste. Alors, on va y aller par étapes. Parce que si on dit, voilà, on veut changer le régime capitaliste et tout, ça a l'air énorme. Procédons concrètement. Je vous avais dit, le premier élément, c'est le refus de la dépendance impérialiste. C'est de travailler à le développement national. Tous les projets dont l'opposition est au pouvoir, c'est des projets de dépendance. Ils veulent qu'on ouvre les frontières. Ils veulent que le dinar soit converti chez Al-Badra. Ils veulent ramener les étrangers pour faire marcher l'économie. Non, nous on estime qu'il faut développer une industrie ici. Il faut développer le travail des hommes et des femmes ici. J'ai dit que la question des femmes faisait partie de cette problématique. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, les femmes, nous sommes dans un pays où il y a à peine une femme sur 6 qui travaille. Alors qu'il y a 6 femmes sur 6 qui sont algériennes, qui sont disponibles. Donc, en fait, comment veux-tu qu'on fasse la guerre économique à la France, à l'Italie, etc., alors qu'on a un Algérien sur 2 qui travaille. L'homme, la femme, en général, ne travaille pas. C'est pour ça d'ailleurs que le régime algérien s'inquiétait de la présence des femmes, des droits des femmes. Parce qu'il faut vraiment faire rentrer dans la production moderne toutes les énergies de notre pays, les hommes et les femmes. Donc la promotion des femmes, ça fait partie de ce développement pour rattraper, pour sortir de la dépendance et de ce qu'on appelle le sous-développement. Deuxièmement, la question des langues. Imaginez, nous sommes un pays, tu tends le micro à quelqu'un, il t'inquiète. Il ne sait parler ni français, ni arabe, ni vraiment kabyle, en fait. Qui dit tchouf bien. De bon, il ne sait pas parler. Très bien, on sait bien. Eh ben, pendant 9 mois, Gaïd Salah a eu le pouvoir, eh ben, il n'a pas appris à lire. Vous avez remarqué, même son dernier discours, il a fait le. Donc, ça, c'est un problème de l'Algérie, ce n'est pas un problème de Gaïd Salah. C'est un problème d'Algérie. On a un mouchkil ta'loura. Bon, d'abord, la question de la Mazir coule de source, c'est-à-dire il y a une partie de la population qui ne s'est pas reconnue dans l'arabisation forcée par le classique qui a eu lieu à l'indépendance et qui a résisté, etc. Et c'est légitime. C'est légitime de vouloir parler la langue de sa mère, la langue de sa grand-mère, etc. Et même, Fils Amazir, on a un problème, parce que mon père était tout fier d'être pour Amazir. Mon père était Qadhi Aql, par exemple. Tous les grands-pères, c'est lui qui les a mariés, pour vous remettre en mémoire les choses. Ben, il était tout fier. Il était tout fier d'être kabyle. Il parlait très bien kabyle, ce qui n'était pas tout à fait mon cas. Et puis un jour, nous avons obtenu, nous les militants de gauche, nous avons obtenu Thamazigh à la télévision. Et quand nous avons obtenu Thamazigh à la télévision, on nous a accusés de collaboration avec le pouvoir, le Marzali, ou d'un autre Sawer, etc., etc. Si vous connaissez les polémiques sur ce sujet. On a obtenu Thamazigh à la télévision et d'autres choses encore. Bon, grâce aux marches du MCB, bien entendu, c'est le MCB, on en faisait partie. Bien. Eh bien, il y a eu Thamazigh à la télévision. Et mon père a regardé le journal télévisé en Thamazigh et il était triste à pleurer. Parce qu'en Chaoui, il ne comprenait pas, c'est normal. En Pagé, il ne comprenait pas, c'est normal. Même Kabyle non plus, il ne comprenait pas. Parce qu'il y a une sorte de Thamazigh qui passe à la télévision avec des tas de mots nouveaux que ma mère et ma grand-mère n'ont jamais parlé. C'est compliqué, on a un problème comme l'arabe classique. Il faut faire attention à ça. Lorsqu'on a demandé Thamazigh pour que le peuple se sente chez lui, dans son pays, pas pour qu'il regarde les grands intellectuels berbères parler très bien le berbère, que lui ne peut pas parler. On a un problème comme ça. Le deuxième problème, c'est le problème de l'arabe. L'arabe, on aurait dû développer la langue
autour du dialectal. On aurait dû prendre l'arabe dialectal d'Alger. D'Alger aurait dû devenir la langue nationale. Alors appelons ça l'arabe, ou la maghribi, ou le punique, s'en fout. Que les Algériens parlent leur langue. Vous connaissez l'anecdote, là, le jeune, la journaliste lui dit, c'est la vérité, c'est notre langue. C'est-à-dire, si on est pour l'arabe, c'est pas parce qu'on n'aime pas le français. Moi, je parle très très bien le français. C'est pas ça le problème. On est pour l'arabe pour que les Algériens parlent, pour que le boucher de Saïda, il y a dans l'orateur, pour que le berger de Saïda, il y a dans l'orateur, il se retrouve une bled. Non, c'est pas le cas. L'arabe tel qu'il est enseigné, c'est une langue qui date d'une époque ancienne où seule une minorité de la population maîtrisait la langue. Dans l'histoire de l'humanité, ça fait pas longtemps que la langue s'est démocratisée. Avant, ce qu'il y avait des élites, des gens qui savaient écrire et lire, et les gens normaux, ils ne savaient ni écrire ni lire. Et donc, maintenant, pourquoi il faut tous apprendre à lire? Parce qu'il faut lire le manuel avant d'utiliser une machine. Parce qu'il faut s'instruire avant de travailler dans une usine compliquée. Donc, le monde, la révolution industrielle, oblige à ce que les millions d'Algériens maîtrisent une langue. Or, chez nous, on ne maîtrise ni l'arabe, ni le français, ni le kabyle, et encore moins l'anglais. Et c'est un gros problème. C'est vraiment un gros problème pour maîtriser ensuite la science, pour maîtriser ensuite l'industrie, le développement, etc., etc. Donc tout ça, cette bataille-là, c'est une bataille prioritaire qu'on va mener. Mais d'un autre côté, cette bataille-là, qui c'est qui va la mener? Doula, qui va mener cette bataille? C'est le peuple qui va mener cette bataille. Pourquoi Boumediene a échoué? On dit c'est un dictateur, mais pourquoi il a échoué? On dit c'est un dictateur nationaliste. Il a mis des usines partout. L'Aqsa, j'en sais pas, c'est l'Aqsa de Jules. Il a mis Sidi Eish, Akbou, Larouat, Azazga, Tizi, il y a des usines partout. Bon, et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il était à la tête d'un système de voleurs. Ibn al-Qulis, il volait. D'ailleurs, il a dit un jour, ما كانش اللي ما يخدمش في العسل وما يرميش صبعه. Parlez de ses amis. واحد النهار زعف عليهم قال لهم اللي بغى الثروه يروح للثروه ويخلي الثوره للثوار. Comme si on était dans deux planètes. Ses copains ont saboté l'économie pour pouvoir s'enrichir. On ne peut pas développer l'Algérie avec des voleurs. Les voleurs ont saboté l'affaire. Il faudrait un exposé spécial pour parler de ça. Et bien nous, c'est la même chose. Comment veux-tu développer tout ce qu'on a dit si les travailleurs sont à la maison, ils n'ont pas le droit de bouger, ils n'ont pas le droit de parler, etc. Par exemple, on parlait de l'indépendance de la justice. Alors, il faut l'indépendance de la justice. C'est pas mon avis. Les juges indépendants de Suède, ils ont accusé Julian Assange, un journaliste australien, d'avoir violé des gens. La justice indépendante de Grande-Bretagne a arrêté Assange, qui était planqué dans une ambassade, l'a torturé. Hein. Pourquoi? Parce que Assange, c'est quelqu'un qui a donné. Vous connaissez Assange? C'est les secrets Wikileaks. C'est lui qui a sorti les secrets diplomatiques des Américains. Bon. Et puis, quand Assange a été arrêté par les Britanniques, la justice indépendante de Suède a dit finalement, il n'a pas violé, hein. Il n'y a rien, mais entre-temps, il est arrêté. Et la justice de Grande-Bretagne va le remettre aux États-Unis, qui vont continuer à le torturer et qui vont le massacrer. Donc, la justice indépendante du Canada, elle a arrêté la directrice commerciale de Huawei. Pourquoi? Parce que Trump a décidé de faire la guerre commerciale à la Chine. Donc, les juges indépendants, ils ont arrêté. Les juges
tout le monde. Ils reçoivent des ordres du pouvoir politique puissant, des hommes d'affaires puissants. Vous avez vu le parrain, hein, le parrain, sa puissance c'était quoi, rappelez-vous? Il avait les juges et les politiciens dans la poche. Vous vous rappelez le film? C'est-à-dire, quand il y a une affaire en justice, il va voir le juge et le voleur sort de prison. C'est comme ça que c'est comme ça que c'était en Amérique, c'est comme ça que c'est dans tous les pays du monde. Les juges ne sont pas neutres dans la société. Un juge ne va pas donner sa fille au balayeur de la mairie. Il va donner sa fille à quelqu'un d'un Morcanti, quoi, quelqu'un le restaurant, tu vois, les khartos. Il a une appartenance de classe. En Algérie, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, c'est comme ça que ça marche. Alors comment on va s'en sortir? On va s'en sortir. C'est-à-dire les juges qui ont mis en prison des jeunes qui n'ont rien fait. Dès qu'il n'y aura plus le téléphone, ils vont devenir des bons juges. Jamais. Quelqu'un qui est capable de mettre en prison des gens qui n'ont rien fait, quand même. Bon. Donc, mais slash. Comment on fait? On les change tous. On va tirer du problème. Donc la seule solution, c'est le contrôle populaire. Parce qu'en France aussi, les juges, ils ont mis en prison des gens qui n'ont rien fait. Ils ont même plus de condamnations que les Tzara. Vous savez, plus d'inculpation, etc. Ils t'arrêtent à un barrage et tu es inculpé. Tu ne sais même pas pourquoi. On te le dira plus tard. Donc, il faut le contrôle populaire. Et il faut le contrôle populaire pour tout. C'est-à-dire qu'on élit des députés. Nous, on pense qu'il faut une assemblée, par exemple. Il ne faut pas deux. Le Sénat, c'est destiné à saboter la démocratie. Au cas où les représentants du peuple décident d'avoir un Hamra, par exemple, eh bien, le Sénat, Cholo, ils vont dire non, pas tout de suite, etc. Ils vont retarder, saboter jusqu'à ce que le vote change. Eh bien, non, il faut des représentants du peuple et c'est eux qui décident. Nous, on n'est pas pour un président, ni un président surpuissant, ni un président pas puissant. On est pour des organes collégiaux, des organes où on discute en réunion, on décide en réunion, etc., etc. Il peut y avoir une représentation symbolique, mais pas un pouvoir chez une personne. Par exemple, dans le parti où nous étions, c'est toujours le collectif qui dirige. C'est toujours le collectif qui dirige. Le problème, c'est que le ministère de l'Intérieur, il a une vision monarchique. C'est-à-dire, j'étais le secrétaire général là, un insigné, نقدر même نحي كاع البارتي وندير واحد اخر انا اللي نسيني الاخرين ils n'existent pas. Pour le ministère de l'Intérieur, c'est ma signature qui existe seulement. Évidemment, au bout d'un moment, ça peut changer les mœurs, etc., etc. Mais pour ceux qui auraient des doutes, en tout cas moi, j'ai été éliminé par un vote, hein, de gens que j'aime pas beaucoup, mais ils ont voté, ils m'ont éliminé, j'ai respecté le vote, c'est pas ça le problème. Donc ça veut dire que le parti m'a caché. C'était pas ma propriété. Bon, je ne vais pas le laisser à mes enfants après ma mort, ou je ne sais pas. Donc, lorsqu'on a des députés, même Akshish al-Ali, il monte là-bas, il fréquente le pouvoir et tout. Le kursi dour, il te donc il faut le contrôle populaire. Il faut pouvoir l'enlever. Le droit à la révocation des élus constitutionnels. Chavez avait organisé ça, la révocation. Donc tous les 2 ans, il est président, mais au bout de 2 ans, on recommence le vote. Si quelqu'un veut recommencer le vote, on recommence le vote et il est confirmé, ou là, il est éliminé, il a été confirmé, il a gagné 16 votes au total. Bon. Par ailleurs, il faut redonner le moral à ceux qui produisent les richesses. Parce que quand on regarde les milliers de milliards, rappelez-vous les chiffres du double, on nous livre en pâture aux pauvres. Alors
Al-Bara a 4 milliards 400 de fortune. 4 milliards de dollars, 400 millions de dollars. Multiplier 4 milliards par 181 dinars, ça vous donne par 18 000. Multiplier 4 milliards par 18 000, ça vous donne le nombre de milliards qu'il a. C'est 720 000 milliards. Il a 720 000 milliards de centimes. Bon, c'est incroyable. Bon, ben donc, Haddad, on nous a sorti les chiffres. Haddad a eu 78 000 milliards de contrats. Et il a eu 161 000 milliards de prêts. انت روح سنين تجيب نص مليار prêts, tu vas voir شحال تبازي. 161 000 milliards de prêts. La banque lui a donné ça, etc. Bien sûr, ils n'en touchent pas. Ils ont eu des prêts, ils nous ont livré Haddad et les autres secrets bancaires, on ne dira pas. Nous, justement, on demande la levée du secret bancaire. On veut savoir. On veut tout savoir. Comme ça, on sait. Comme ça, on comprend. Comme ça. Un amène femme, lui qui connaît, va m'expliquer. Alors que quand on n'a pas l'information, mais là, on dit des rumeurs. Il paraît que il paraît que il paraît que le tchad al-gaz il a produit, etc. Il a produit quoi. Il paraît qu'il y a des emplois, lesquels, etc. J'ai même vu quelque chose de rigolo sur notre héros national et régional. C'est Vital a exporté 600 000 tonnes. 600 000 tonnes de sucre cette année. Elle aurait pu exporter plus si malheureusement les infrastructures portuaires veillent à la fauche. Où est les infrastructures portuaires justement pour aller acheter. Parce qu'il y a un monsieur qui a construit une usine de bar sans permis de construire. Le port de Bougie n'est pas fait pour fabriquer du sucre et de l'huile. Le port de Bougie est fait pour faire rentrer et sortir les marchandises. Et il a construit une usine sans permis de construire. Et je comparais par rapport à la DDAT, la direction de la défense aérienne du territoire, qui est l'une des principales directions de l'armée. Un mur en parpaing normal ou un mur en béton village. Sans permis de construire. Et quand on regarde la place Guédon, on voit le port de Bougie, moi je ne suis pas venu, hein, et lui il s'est élargi en prenant Bougie, plage, etc., etc. Bon, alors il veut s'élargir, comment on fait? On supprime le port pétrolier ou là on supprime le port de Bougie pour lui donner. Eh bien, figurez-vous qu'il est question de supprimer le port pétrolier. Ben, pour votre information. Ça se discute, c'est dans les projets. Regardez qu'il n'a pas de place, miskin pas. Et surtout, il a une deuxième usine. Si on demande à Souman où c'est qu'il veut être, si on demande à Souman où c'est qu'il veut être, Taharrash ou la. Il va dire je préfère le port de Bougie. Le bateau arrive avec la poudre de lait direct, etc. Ou allez, je vais transporter, on me coupe la robe à ça tous les jours, etc. C'est pas intéressant. Il n'y a pas une usine qui n'a pas envie d'être au port. Enfin, c'est absurde. Donc, ça c'est pour vous dire, au niveau du développement du pays, nous devons avoir un projet de développement, un projet qui n'existe pas dans le programme du gouvernement. Le gouvernement, on va faire la transition écologique, énergétique, on va faire. Tu vas te développer comment? On va passer par les petites entreprises. Oui, les petites entreprises, elles vont faire quoi? On va faire la transformation alimentaire. Mais ça, c'est un vieux débat. Si tu commences par les petites choses, il va falloir t'importer les machines, t'importer les matières, c'est pas une solution. Donc, c'est un débat qui mérite d'être repris, etc. Donc, il faut un vrai projet. Nous, notre expression est la suivante. Il faut faire un grand projet de développement autour des besoins du peuple, pour satisfaire les besoins du peuple et créer des emplois. En 1997, j'écrivais ça comme ça.
je disais, on nous dit qu'il n'y a pas de travail. C'est scandaleux. Comment ça, il n'y a pas de travail? Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de travail. Il y a du travail, il faut construire les maisons, les routes, etc. Ou les chiffres même. Eh bien, les États, ils créent de l'argent. Vous savez combien a créé les États-Unis? Les États-Unis créent des sommes folles. Ils impriment des billets, c'est tout. Et ils font marcher leur économie. Mais ils interdisent au gouvernement algérien de faire la même chose. Il y a 17 000 milliards de dollars, les chiffres centimes, tout à l'heure, on était dans les centimes. 17 000 milliards de dollars de dette de l'État américain. C'est des dollars imprimés sans équivalent. Et bien, nous, donc c'est facile pour nous de créer de l'argent pour lancer l'économie. Mais ce qu'il faut faire, quand on dit construire des logements, ce n'est pas ramener les Chinois pour construire les logements. C'est construire les entreprises algériennes qui construisent les logements. C'est ça notre boulot. Imaginez, on creuse un tunnel pour la pénétrante. On savait creuser des tunnels avant les Chinois. Il y avait la SAPTA, le NJOA, etc., etc. Mais regardez qu'on attend maintenant les Chinois et tout. Et je trouve que les Chinois nous les payent. Vas-y, creuser la route, quand est-ce qu'on finira? Bon, donc, c'est pas comme ça. Il faut. Avant, on savait faire des choses, mais on ne sait plus les faire. Parce qu'on les fait faire par des étrangers, des Égyptiens, des Libanais, des Chinois, etc. Ce n'est pas racisme, hein. C'est-à-dire qu'il faut développer la capacité de réaliser des maisons, de réaliser des routes, des tunnels, etc. Mais nous avons une chance extraordinaire. Nous avons un peu d'argent et nous avons des besoins énormes. Imagine si, par exemple, tout le monde est logé chez eux. Par exemple, en Europe, en Amérique, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tout. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent. Par exemple, ils ont inventé le téléphone portable. Comme ça, le commerce marche, il y a de nouveaux produits, de nouveaux magasins, etc. Et là, maintenant, ils sont en train de penser à la transition énergétique. On va supprimer toutes les voitures qui existent et on va fabriquer des voitures électriques. Donc, ça va donner du travail. Comme ça, au moins, il faut le mouvement, ça va bouger. Mais il y aura du chômage ici, des gens mis, c'est secondaire. L'essentiel, c'est que ça va marcher. Ben, nous, on a ça. Nous, lorsque Bouteflika a fait les tramways, c'est pas pour développer notre usine d'Annaba, une usine qui fabriquait des wagons depuis des années, qui les exportait. C'est pas pour la développer. C'est pour aider Alstom à ne pas couler. Parce que Alstom allait fermer. Ben, pourquoi il n'a pas fait les tramways pour développer l'industrie d'Alger, etc., etc. Donc, il faut mais tout se développe sans le contrôle populaire. Et ben, ça va revenir à la même chose. Il y aura des gens qui vont prendre des commissions, des bourgeois qui vont s'enrichir, c'est comme ça, soit des bureaucrates qui vont bouffer, soit des bourgeois qui vont bouffer. Mais dans tous les cas, ça ne va pas gagner. Donc, lorsqu'on a un programme, on le fait avec le contrôle populaire. Ce qui nous a manqué, c'est une grande partie des travailleurs et des masses populaires. Ce qui nous a manqué en 2001, c'est une grande partie des travailleurs et des masses populaires. Quand je manifeste le vendredi à Alger, c'est révoltant. Quand quelqu'un sort un drapeau palestinien, il y a 10 personnes qui viennent, qui lui disent « Wesh, c'est pas notre affaire, c'est à l'école, on s'occupe d'Alger, d'abord. » Où il est passé le Hirak quand on était des millions avec des dizaines de milliers de drapeaux palestiniens. Ils sont passés où ces gens? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus dans les manifestations. Et ceux qui sont dans les manifestations, on leur a fait un lavage de cerveau. Ils sont passés sous la direction de courants qui sont différents des courants qui ont déclenché le Hirak le 22 février. Et bien on a eu la même chose en 2001. En 2001, le mouvement, c'est des émeutes, des émeutes. Comment on dit, Al-Shabab. C'était des émeutes. Et puis, nos camarades ont organisé ça. Nos camarades syndicalistes du 7 de Béjaïa.
Vous vous rappelez, avec Boudobdi Djahli, Fatih Shahar, des gens, enfin, j'oublie des noms, parce que bon, on ne peut pas tous rappeler, mais tous méritent. Et les gens du CNES les ont soutenus, le syndicat des impôts a suivi, le syndicat de la formation professionnelle, etc. Il y a eu tout un groupe qui s'est fait. Et on a construit des comités dans toute la wilaya de Bougie. Et ça s'appelait le comité populaire de la wilaya de Béjana. À Tizi Ouzou, à ce moment-là, ils ont fait une réunion dans une église en commémoration de l'activité. Djabou al-Imam Iqra al-Fatiha. Et ils ont dit Oulash il Mzayed ou Oulash Tilawi. Alors que le mouvement Sayyid Mzayed, c'est absurde. Le logique, vous connaissez Aroche, Imrar, mais Imrar de l'Aroche, c'est 70 ans, c'est pas 40 ans. Bon, donc il y avait des gens de 40 ans qui faisaient semblant d'être Imrar de 70 ans. Donc, et le mouvement Tana, on l'a perdu. À la fin, c'est devenu l'Aroche, c'est devenu, imaginez, Belhaïd Abrika qui fait une plateforme où il demande l'exonération fiscale. Un mouvement de chômeurs qui, au bout d'un an de lutte, demande l'exonération fiscale pour les commerçants. C'est absurde. Tu demandes du travail pour les jeunes, tu demandes des choses qui concernent ceux qui ont lutté. Donc, ce mouvement, on l'a perdu. On l'a perdu parce qu'on n'avait pas un grand parti implanté. C'est-à-dire, une fois que les premiers militants se sont fatigués, etc., ils ont été noyés par tous les opportunistes qui arrivent en se disant il faut se placer. C'est ça qui s'est passé. J'ai reçu une délégation des Raroches en 2001, en été 2001, fin de l'été 2001. Les camarades qui étaient avec moi étaient cribous, à part une personne de la délégation. Tous les autres étaient rentrés dans le mouvement après le 5 juillet. Mais le 5 juillet, il n'y avait plus le mouvement. Le 14 juin, il y avait une grande manifestation. Ça dégringole jusqu'au 5 juillet. Le 5 juillet, c'est fini. Il y a toujours la roche du Jolin. Mais dans les quartiers, dans les trucs et tout, il n'y avait plus cette organisation autonome de la population. Les gens sont retournés au travail, retournés à leurs études, retournés à leur vie ordinaire. Donc, en fait, si tu n'as pas un parti qui se construit, un parti des pauvres gens, parce que les partis des bourgeois, mais si les partis des bourgeois s'efforcent de nous emmener sur leur terrain. Ils disent non, c'est pas le moment. Parler des droits sociaux, c'est pas le moment. Faire les grèves, non, c'est pas le moment. Il y a des grèves depuis le 22 février. Je donnais comme conseil à toutes mes conférences. Vous regardez Shourouk al-Nahar al-Bilad, al-Nashra al-Bahaniya. Vous avez chaque jour 5, 6, 7, 10 grèves, mouvements, occupations de mairie. Et les gens disaient oui, et c'était des questions de logement, des questions d'eau, des questions de route, des questions qui concernent les êtres humains que nous sommes. Parce que nous connaissons en Algérie, non, c'est ça qu'on voulait. On ne voulait pas quelque chose qui se trouve inscrit à l'ONU, etc. On voulait améliorer l'Algérie, faire une meilleure Algérie pour nous et pour nos enfants. C'est ça qu'on voulait. Et donc comment faire un mouvement sans demander de droits? Lorsque les premières associations se sont réunies, elles ont refusé d'inscrire l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors les associations femmes se sont retirées. Tu te rends compte, hein, les gens modernes, les ONG, la société civile et tout ça, les ligues des droits de l'homme et tout, ils ont refusé l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors l'égalité entre les hommes et les femmes, on l'inscrit dans la loi, après dans la réalité, à Aqboa, Malwa, Shiraga et tout, mais au moins on l'inscrit comme principe, au moins par respect, pour que ma fille puisse rêver un jour d'être un être humain à part entière, au moins. Bon, eh bien ils ne l'ont pas inscrit. Pourquoi ils ne l'ont pas inscrit?
Parce que leur objectif, c'est de faire alliance avec Sahab al-Maghribia, etc., pour prendre les mains, le régime change. Voilà leur objectif. Mais pour mettre un autre nizam kif, exactement kif. Donc, ma conclusion, il faut un parti. Et il faut discuter du contenu. Un parti pour faire quoi? Changer quoi? Il faut en parler. Il ne faut pas parler de changer sans savoir ce qu'on change, pourquoi on le change, comment on le change. J'ai été long, je m'en excuse. Et bon. Merci. ترى انا ديريكتومون وليكش على الشخصيه اي شي حاجه الجواب ما بيش روح انا حسن خطي هيك C'est toujours un plaisir de vous entendre. L'étalage des situations et l'explication des situations, etc. Et la conjoncture politique algérienne, économique, ça fait chaud au cœur de vous entendre. Néanmoins, j'ai quelques petites questions se rapportant au Hirak, bilan et perspective. Je commence par la question bilan. Est-ce qu'on peut considérer que la tenue des élections présidentielles, qui est pour moi, qui est pour tout le monde un bon événement, mais suivi d'une campagne de dénigrement à l'encontre du mouvement citoyen, tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a connu, parce que ça a changé, est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme étant un échec par rapport à nos ambitions d'une Algérie, une véritable république? Moi, je n'appelle pas une république, c'est une véritable république. Ça, on n'a jamais. Ça, c'est ma première question par rapport au bilan. Par rapport à la perspective, lorsqu'on parle d'une organisation, du mouvement citoyen, lorsqu'on parle, vous l'avez dit, de la création d'un parti politique qui va représenter le mouvement citoyen, est-ce que quelque part, on ne vient pas à la question de la représentativité populaire? Pour l'occasion, je citerai une phrase de Farid Ahmed, le chef du parti politique, qui a dit: je préfère être un président d'une APC dans une commune éloignée élu par le peuple que être un président désigné par, entre parenthèses, des généraux. Est-ce qu'on ne vient pas à la question de la représentativité, à commencer par la base elle-même, par la cible, puisqu'on est dans un village, on va parler d'une cible villageoise, pour contenir et pour continuer le combat jusqu'à ce que ce régime en place disparaisse. Parce que la disparition du régime, avec vous l'avez vous-même dit, la disparition d'un régime, avec l'instauration d'un néo-régime installé par l'ancien régime, ça veut dire toujours la même chose. Moi, je parle de la représentativité et du droit de regard. Le peuple, sur le politique lui-même, sur la politique économique, politico-politique, etc. Moi, ma véritable question, en perspective, est-ce qu'on ne devrait pas définitivement et sérieusement penser à la représentativité populaire? Ce qui nous ramène à une autre question: est-ce que l'ensemble des constituants serait idéal pour la situation en Algérie actuelle? Merci. Vous avez fini par la conclusion, la nécessité de construire un grand parti de gauche. Alors, ce qu'on constate, c'est plutôt la division. Des petits partis qui se divisent en quoi? Comment expliquer cette situation? commence par le début du Hirak, s'adhérer. On voit comme c'est sur que si le mouvement citoyen de Hirak
a duré tout ce temps est dû à deux facteurs qui est le pacifisme et l'horizontal. Il y a les autres facteurs que vous voyez. Aussi, vous avez parlé de l'indépendance de la justice. Quand on dit que l'arrestation des personnalités politiques, c'est des rendements de compte. Ça s'est expliqué et ça se comprend. Mais quand il s'agit des simples citoyens arrêtés, donc et jugés après quelques semaines, libérés, et d'autres arrêtés et condamnés. Et c'est la même chose, arrêtés par la même chose. Donc, comment vous expliquez cette situation? Vous avez parlé aussi d'investissement. Vous avez dit que le régime de Gaulle sollicite les journalistes aidés par l'État 90%. Donc ça a été toujours comme ça. Même les autorités actuelles qui existent au public, c'est toujours financé par l'État. Et c'est déguisé par le nouveau privatisé. Aussi, vous avez dit on peut imprimer de l'argent. Est-ce qu'on peut imprimer de l'argent? C'est autorisé par le FMI, le Fonds monétaire international. Merci. Bon. Le camarade Hassan, il a posé des questions. Il faut rediscuter du tout. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Le mot d'ordre que nous proposent les partis bourgeois, les partis liés, leur projet a l'air vraiment concret. On te dit, voilà, il faut changer, on enlève le pouvoir, il faut que le pouvoir d'après ne soit pas lié, je répète ta phrase, au pouvoir d'avant, il faut que ça soit indépendant, et donc il faut que ça soit des personnalités issues du peuple, et le peuple, il va choisir librement, etc. etc. En fait, c'est des abstractions, c'est ça le discours dominant, hein, c'est ce qu'on entend, ce qui est écrit dans les journaux, ce que disent toutes les personnalités qui s'expriment, et ça ne correspond pas vraiment d'abord ni à la vérité sur le passé, ni à un espoir d'être la vérité dans le futur. Dans le passé, on en parlait au café, mais c'est dur à dire comme ça. C'est-à-dire pour tout le monde, on a un discours maintenant, tu dis l'armée, elle a décidé, ils font. Et depuis Abdal, l'armée, elle a décidé, voilà. C'est absolument pas comme ça que se passent les choses. La politique, elle est là présente tout le temps. L'armée dont on parle, c'est quoi? C'est l'armée des frontières, la partie aux frontières de l'ALN. Même s'ils étaient aux frontières, les gens des frontières n'étaient pas tous. Ils ne sont pas nés aux frontières, hein. Certains viennent d'Aoula 3, d'autres viennent de d'accord. C'est cette armée des frontières. À quel titre elle a pris le pouvoir? Pourquoi elle a eu le pouvoir? Parce qu'elle a les armes seulement? Non. Elle a pris aussi le pouvoir parce qu'elle était la LN. Parce qu'il y avait une joie du peuple algérien qu'une armée fabriquée par un mouvement algérien ait pu vaincre politiquement, pas militairement, ait pu vaincre l'armée française, l'une des plus puissantes du monde, etc. etc. J'avais donné l'exemple dans une des vidéos de l'été de la guerre des wilayas. La guerre des wilayas, c'est l'armée toutes les deux. Il n'y en a pas une, la démocratie et l'autre l'armée. Toutes les deux, c'est des armées. Ce n'est pas la population, c'est l'armée. Et les deux étaient très dictatoriales par rapport au peuple, par rapport aux simples citoyens. Donc les deux groupes du FLN se font la guerre, Wilaya 3, Wilaya 4 d'un côté, Wilaya des frontières, armée des frontières de l'autre côté. L'armée des frontières gagne parce qu'elle a un équipement militaire supérieur et des effectifs supérieurs. Puisque à l'intérieur du pays, le FLN, l'ALN était en difficulté après les opérations de plan Charles, etc. Bon, et qu'est-ce qu'ont dit les Algériens?
Ils n'ont pas dit Abba, l'armée, etc. Ils ont dit Sbasni Barakat, Ranaga Khawa. Sbasni Barakat, Bimanta, يربحوا هذا ولا يربحوا هذا ولا رانا كاع خاوه يا جماعه بركه ولا من الدواس هذا بلا ما. C'est ça que les manifestations d'Alger disaient ça. Bon. Et au niveau politique, je citais un autre exemple. Pourquoi l'armée des frontières n'a pas pris le pouvoir directement? Nous, l'armée des frontières, comme on fait dans les coups d'État en Amérique latine, par exemple. Pourquoi Boumediene n'a pas pris le pouvoir? Parce que Boumediene n'a pas pris le pouvoir en tant que Boumediene chef d'état-major. Il a pris le pouvoir en tant que tendance du mouvement national. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés à Tripoli, au CNRA. Au CNRA de Tripoli, il y a eu des alliances qui se sont faites. Il y a une petite majorité autour de Bombella Boumediene, de Bombella à la frontière, mais la majorité n'était pas suffisante, parce qu'ils avaient décidé la majorité des 2/3, il n'y avait pas. Alors il y a eu un incident, provoqué par Bombella d'ailleurs, c'est-à-dire Bombella a dit quelque chose, il y a un imbécile qui l'a insulté, avec des grossièretés, etc. Du coup, le CNRA s'est dispersé. Du coup, ça voulait pas major, bon, puisque. Bon, donc, ils ont pris le pouvoir en tant que FLN. Ils n'ont pas pris le pouvoir en tant que Boumediene parce que Bombella était à l'époque très prestigieux. Moi, j'étais gosse à l'époque. Bombella, ça voulait dire quelque chose. Après que ce soit les Français qui ont provoqué ça et tout, ça, c'est des analyses qui viennent après. La réalité, c'est que Bombella était très réputé. C'était une vedette. Qui m'a dit que Bouchachi c'est une vedette, etc. Donc, Bombella ou l'Ahrar al-Khamsa, Bombella, Boudiaf, enfin vous les connaissez, etc., Aït Habad, etc., c'était des noms illustres. Je me rappelle, on chantait à la radio Bismil Ahrar al-Khamsa, c'est-à-dire il y avait tout un mythe de nos héros, etc. Alors que les héros étaient inconnus, c'est-à-dire les héros du terrain, on ne disait pas leur nom, on ne disait pas le colonel Armé Roche, d'ailleurs le colonel Armé Roche il vient après, c'est-à-dire il y a d'abord la guerre et ensuite le colonel Armé Roche va arriver. Mais la guerre elle commence avec Ibn Qasim d'abord, c'est lui, je veux dire, Amouqara al-Mafalad, c'est Ibn Qasim, c'est lui qui était vraiment le gros morceau qui a fait le FLN. Donc, il y a cette mythologie de les civils et les militaires. Mais ceux qui sont civils à l'indépendance, c'est des gens qui n'ont pas été au FLN. Donc, c'est pas forcément des gens qu'on aimait beaucoup. Les civils de l'appareil du FLN, Abbas, par exemple, il n'était pas pour l'indépendance. Abbas, il n'était pas pour l'indépendance jusqu'à 1956. Et c'est valable pour le ulama, c'est valable. Les gens les centralistes de Khaddam compagnie, ils commençaient à essayer de trouver un compromis avec les Français et tout ça. Donc, ils n'étaient pas très réputés, ceux-là. Ceux qui étaient réputés sont ceux qui dirigeaient les wilayas. Bon. D'ailleurs, le congrès de la Souma, ce n'est pas un congrès, ça s'appelle Rencontre de la Souma. C'est une rencontre de coordination entre les chefs du FLN, les chefs de l'ALN, pardon. C'était tous des militaires. C'était tous des militaires. Combien ils étaient? Ils étaient 5. Le congrès de la Souma, 5 personnes. 5 chefs militaires, être là-bas, et un normal signe le PV. Ici, représentant du FLN. Mais qui l'a élu? Il s'est réuni où le FLN? Le FLN n'existait pas. Le FLN, c'est un sigle. Mais la réalité, c'est l'ALN. La guerre de libération nationale, c'est l'ALN. Les civils, on appelait ça l'OCFLN.
l'organisation civique de FLN, c'est les gens qui aiment la LN. Ils le drame, etc. Donc, c'est l'armée de libération qui était le pôle. Harbi, à la fin de ses jours, est en train de dire des choses magnifiques ces jours-ci. Écoutez bien ce que dit Mohamed Harbi, parce qu'avant, il y avait sûrement des raisons diplomatiques. Il ne voulait pas vexer ses camarades, il ne voulait pas leur dire de vérité. Il dit, c'est pas l'armée des frontières, les militaires de l'armée des frontières, qui ont pris le pouvoir aux civils, c'est les wilayas et l'armée des frontières, c'est des militaires, tous. Et tous ensemble, ils ont pris le pouvoir aux civils. C'est-à-dire, si l'Algérie est indépendante, c'est pas pour que le gars, il veut faire l'Algérie indépendante. Ensuite, l'Algérie décide qui c'est qui la représente. Normalement, c'est comme ça. Et en fait, les gens qui avaient des armes, c'est eux qui ont décidé pour nous. Et nous, à l'époque, moi j'étais gosse, mais nous, à l'époque, le peuple algérien, on était consentants parce que la victoire du FLN, c'est extraordinaire. On n'aurait jamais pensé que c'était possible. Je vous jure que quelques mois avant le cessez-le-feu, presque personne ne croyait que c'était possible de chasser la France. Il y a des discours de dirigeants politiques qui disaient ça, mais pendant la guerre, juste avant la victoire, presque personne ne croyait que c'était possible de chasser la France, et militairement, ce n'était pas possible. C'est politiquement qu'on les a battus. Et d'ailleurs, on les a battus comment? On les a battus lorsque le 11 décembre 60, les Algérois sont sortis en masse, précédés, suivis par des gens à Touche, etc., suivis par les gens du 17 octobre 61 à Paris. Et donc, De Gaulle, d'un cerveau, que ça sert à quoi de continuer à gagner militairement? Les gens sont